bien. Bien, donc bonjour à toutes et à Merci tous. Rita, désolé. Donc je m'appelle Damien Leroy, donc je suis ingénieur pédagogique à l'Université de Caen, plus précisément donc au service d'appui à la pédagogie, donc qui est le CEMU. Et tout au long de l'année, eh bien, j'accompagne des enseignantes, des enseignants dans le développement de leurs projets ludopédagogiques, et ce à plusieurs niveaux. Dès lors qu'il y a une idée, un projet, ou quand le jeu peut être un peu abouti au stade de prototype. Et donc on les accompagne à différents niveaux, tant sur l'expérimentation que l'acculturation, que l'édition même, l'évaluation. Et donc voilà, c'est ce qui occupe 100% de mon poste toute l'année. Voilà. J'ai déjà été généreusement introduit par votre vice-président, donc j'en dis pas davantage. Si ce n'est que la question du jeu m'intéresse. Je fais pas tac-tac, hein, vous entendez, m'intéresse depuis de longue date. C'est pas un effet de mode, donc ça fait 25 ans maintenant que je suis intéressé par le sujet, avec des recherches, des publications et surtout des expérimentations. Et c'est notamment cela que je vais avoir le plaisir de vous partager avec Damien. Et c'est d'autant plus un plaisir que ça participe d'une interrogation qui traverse quasiment tout l'enseignement supérieur et aussi le scolaire. Donc c'est cette question sur laquelle on pourra peut-être revenir de l'utilisation du jeu dans un contexte qui peut-être a priori n'était pas fait pour lui. Cela dit, même ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça. Mais comme on ne voulait pas faire une conférence, je suis ultra bavard. Je suis enseignant, c'est pour ça que je suis devenu enseignant. Je crois que c'est pour le plaisir d'avoir un public captif que je n'arrive plus avec mes amis, ma famille, mais il me reste des étudiants et des enseignants à former. Et donc pour éviter de vous assommer pendant 2 heures d'une conférence en fin d'année, voire en fin de semaine, même si je ne doute pas de votre dynamisme à Toulon, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'être un peu en isomorphisme. Ne pas hésiter à aller lire Medioni, c'est une super ressource par rapport à l'isomorphisme. Et plutôt que de vous dire faites du jeu dans la pédagogie et qu'on fasse que vous en parlez, on a essayé de créer quelque chose qui puisse accrocher les deux, donc de faire une proposition d'une conférence qui soit en même temps un peu un jeu, engageante, interactive. Et c'est un test. Donc c'est aussi le principe de la ludopédagogie et de la pédagogie de manière générale. On est toujours dans une prudence. Quelqu'un qui vous dit c'est comme ça qu'il faut enseigner et ça marche. Ce type de prescription, à mon avis, me semble assez prétentieux. Faut arriver avec beaucoup d'humilité quand on fait de la pédagogie. Des fois, on travaille beaucoup, ça marche. Des fois, on travaille beaucoup, ça marche pas. Des fois, on travaille pas beaucoup et c'est formidable. Donc, c'est pas une science exacte. Et donc, on expérimente sur vous et plutôt avec vous cette proposition d'une conférence dont vous allez être les héros. Merci. On l'a travaillé, c'est là. Donc sur ce format qu'on essaye aujourd'hui avec vous, je serai donc votre maître du jeu. Donc je suis venu avec mon attirail de maître du jeu, un bel écran de MJ. Donc pour celles et ceux qui font du jeu de rôle, peut-être, c'est un écran qui permet d'immerger un peu les joueurs encore plus dans le thème et dans l'histoire qu'ils vont vivre. Mais derrière, en fait, moi j'ai toute une petite série d'indications qui m'aident pour avoir l'ensemble des règles du jeu, les tables de score, etc. On n'en aura pas besoin aujourd'hui, mais voilà, c'est histoire de vous présenter un peu d'éléments de contexte. Avec en fait, il regarde Roland Garros. Moi, ça permet de cacher des petites choses derrière. Donc, il y a des chips, il y a des bonbons, il y a plein de choses. Donc, journée dont vous êtes le héros, ce que je vous propose, c'est déjà de rejoindre donc un WooClap créé pour l'occasion. Voilà, donc je ne sais pas si on voit le code tout de suite. Presque. Il me semble que tu dois lancer la première question pour que tu aies... voilà. Non, vous n'avez pas besoin, mais en fait, je vais plutôt faire ça comme ça. Ah oui. Oui, version live. Voilà. Vous pouvez simplement rejoindre donc, le code de l'événement BDXGUY, pardon.
Et donc l'idée, c'est que tout au long de la partie, je vous présenterai donc une situation de départ, puis ensuite des situations qui vont en découler. Vous allez, je vais peut-être me décaler, c'est plus simple pour vous. Vous allez donc faire des propositions de réponses. Vous allez contribuer en fait à l'avancement de l'histoire. Et puis, je ferai appel très régulièrement à une intelligence artificielle, donc pour un PNJ, ce sera Jérôme pour, pour cette demi-journée, et qui incarnera l'intelligence artificielle bienveillante et éclairante à l'issue donc de chacune de ces contributions. 33 personnes connectées, c'est parfait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? J'attends un peu. Donc le code BDXGUY. Je connais pas complètement. C'est tout bon ? Génial. C'est tout long, pas mal. Donc, sur la présentation dont vous êtes le héros, ce format, il est inspiré en fait d'une série de livres que vous connaissez peut-être, les livres dont vous êtes le héros. Le premier livre de la série publié donc chez Bantham's Book en 1979, donc vous avez la première illustration. Mais c'est une série de livres qu'on retrouve également en France. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont essayé. Oui. Ok. Bon, déjà, c'est un format qui vous parle. Chouette. Et bien pour commencer, en fait, je vous propose de vous mettre en situation. Donc vous êtes devant votre bureau, en train de préparer votre cours. Et en ouvrant un tiroir, vous découvrez un post-it sur lequel vous avez griffonné en fait, le mot ludopédagogie. Ça vous évoque un lointain souvenir. Et à quoi ça vous fait penser quand vous faites appel à ce souvenir, quand vous aviez noté ce petit mot ludopédagogie ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Sous forme de mots-clés, en un mot, deux mots, peut-être pas une phrase. Je crois que je vous ai même pas laissé le droit, je crois, d'écrire une phrase. Quelle tolérance. Donc là, je vois que les deux mots qui ressortent le plus, c'est jeu, apprentissage. On ne voit pas, nous. L'intelligence artificielle trépigne. Ah. Donc déjà, c'est assez évocateur. Quand je regarde donc les premiers résultats, on voit rapidement que les quatre concepts qui sortent le plus, c'est apprendre en s'amusant, jeu, apprentissage, ludique. Je vois même ensuite amusement, ce qui ressort pas mal, carte, apprendre en jouant. Alors qu'est-ce que l'IA bienveillante pense de tout ça ? Alors en fait, je suis une IA, mais c'est-à-dire que comme conversationnel. C'est une IA générative. Donc en fait, moi, j'ai été chargé avec un certain nombre de contenus que j'ai lu plein de choses sur la question. Et donc, ça me fait une base de données. Après, ça ressort plus ou moins intelligemment. Donc, parfois, ça sera pertinent. Des fois, ça sera peut-être à côté de la plaque. Je suis une IA. Et je peux avoir des hallucinations. Ce qui fait que là, jeu et apprentissage, donc là, vous êtes en train de vous souvenir de ça. Donc, l'accrochage, il n'est pas inintéressant.
que effectivement, ludopédagogie, ça peut renvoyer effectivement à la confrontation de l'apprentissage et de la formation en utilisant le jeu. Pédagogie, d'ailleurs, si on est vraiment dans une étymologie fine, on est plutôt sur une pédagogie pour l'enfant. Et ici, c'est ce que je cherchais, mais on n'a pas cette dimension. Si, je l'ai vu là, il y a l'enfance, quelque chose. Alors, c'est dur quand ça bouge. Mais peu importe. Certainement, à mon avis, votre personnage, à un moment, s'il veut dépasser peut-être cet effet de flou, de nuage, il aura peut-être envie d'aller ouvrir Eric Sanchez, d'aller ouvrir Julien Alvarez, Philippe Lépinard, d'aller ouvrir des ouvrages d'auteurs qui ont été travaillés sur cette expression de ludopédagogie. Et peut-être que vous auriez besoin, à mon avis, pour pouvoir continuer votre aventure, de prendre le temps d'avoir une formulation qui soit opérationnelle de ce qu'est la ludopédagogie et de ce que vous allez pouvoir en faire. Et je pense que quand on est dans une perspective pédagogique, c'est super dangereux de se lancer uniquement sur une impression, sur juste une envie. J'ai envie de faire un chat ou un Yoda dans mon cours. Est-ce que ça, c'est... Enfin, pourquoi pas, je dis ça, je mets une photo d'un chat à la fin de mon diaporama. Les étudiants vont faire « Ah, comme ça, ils vont... » Est-ce que c'est de la ludopédagogie ? Est-ce que si je mets juste un petit thème Star Wars sur mon QCM, est-ce que ça c'est de la ludopédagogie ? Donc en fait, on a globalement bon si on dit c'est jeu et apprentissage, mais c'est toujours l'effet de frontière. Et à partir de quel moment on rentre correctement dedans et comment on pourra le documenter. Le mot qui ressort beaucoup, c'est le mot jeu. Là, je vois, et c'est un mot comme environnement, comme paysage, comme plein de mots qu'on peut utiliser toute sa vie sans des fois prendre le temps de s'assurer que notre voisin, notre interlocuteur le comprend comme nous. Et jeu, c'est ce type de mot. Et donc jeu, ça renvoie, c'est la base de la ludopédagogie. Et donc c'est important d'identifier que dans le jeu, il y a 3 attributs essentiels. C'est ça qui fait qu'un jeu est un jeu. Donc il y a de très nombreux auteurs. Et à l'occasion, je vous montrerai, on a créé un petit jeu, un détournement du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, pour aller travailler sur les définitions des jeux. Donc, il y a des centaines de définitions de jeux, en tout cas que j'ai pu analyser en tant qu'intelligence artificielle. Et en confrontant tout ça, il y a 3 attributs qui ressortent, 3 attributs essentiels qu'on retrouve tout le temps, systématiquement, dans des situations de jeu, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu. La première dimension, c'est celle de la régulation. Premier attribut. Le jeu est une activité réglée. Il y a une règle, un cadre qui va définir de façon plus ou moins tacite comment la partie va commencer, comment elle va se terminer, et y compris si ça se termine par un désengagement, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on aille goûter, qu'il n'y ait pas tellement de points de départ. Mais il y a quand même un concept de règle, de législation qui s'opère. Il y a une superbe définition de Colas Duflo qui dit que le jeu, c'est une liberté dans et par une légalité. Prenez 2 minutes pour digérer. Donc une liberté dans et par une légalité, il y a cette idée vraiment qu'on va jouer, exprimer notre liberté. Liberté, on le retrouve aussi dans plein d'autres définitions, celle de Brougère, celle de Caillois. Mais là, cette liberté, elle n'est pas totale. On a un cadre qui va nous dire que... Donc premier élément, le jeu, il a un cadre et c'est son premier attribut. Activité régulée. Deuxième attribut, c'est une activité qui est engageante. Le jeu nous amène à nous engager. Et si le cadre, après là, premier concept, il est spécifique au jeu, à l'artefact du jeu, et en tant que tel, c'est le même jeu pour tout le monde, l'activité elle-même, elle est individualisée par chacun des protagonistes qui va s'engager ou non, et avec plus ou moins d'intensité dans le jeu. Moi, j'adore certains types de jeux. Il y en a d'autres, je trouve que ce n'est même pas des jeux. Mais peut-être que le concepteur, il l'avait conçu en tant que régulation comme un jeu. Donc, le deuxième attribut, c'est celui de l'engagement. Et là, on va moins être centré sur l'artefact, mais on va être plus centré sur les attitudes qui vont être différenciées. Et ça, c'est chaque joueur va valoriser son engagement d'une façon différente. Et d'ailleurs, sur ce deuxième artefact, il y a déjà des propositions qui ont été illustrées ici. J'ai vu fun et amusement, notamment. Exactement. Et ça, c'est des composantes déjà qui sont assez essentielles dans une activité ludopédagogique. Et chacun trouvera que c'est plus ou moins fun. Et donc, parfois, on a des convergences de toute une table dessus.
Ça, c'est la deuxième conception, deuxième attribut du concept de jeu. Troisième attribut du concept de jeu, c'est celui de la transformation. Il se passe quelque chose. Et ça, quelque part, c'est ce que je vois dans le sens du mot apprentissage. L'apprentissage, c'est une transformation, souvent elle est positive. Je vois même appris. Après coup, la personne aurait appris. J'aime bien le c'est parti, moi. Ludopédagogique, c'est parti. Donc, troisième attribut, la transformation. Parce que quand on fait une activité, ça nous transforme, à la fois en termes de compétences, mais aussi en termes de représentation qu'on peut avoir par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à notre environnement, par rapport à des concepts. Et cette dimension transformative, alors, elle fait moins l'unanimité dans les sciences du jeu. Pendant assez longtemps, les sciences de l'éducation considéraient que c'était impossible. La coïncidence, Georges Bataille disait qu'il ne peut pas y avoir de coïncidence entre jeu et travail. Philippe Mérieux, qui depuis une vingtaine d'années, je ne sais plus trop ce qu'il fait, mais quand il était c'était un peu une pop star là, à la fin des années 90, début des années 2000, il était vent debout contre l'idée de jouer. C'est pas possible parce que le jeu, si on l'utilise, c'est quelque part qu'on va détourner l'essence même ontologique du jeu. Le jeu, c'est une activité libre et gratuite. Si on utilise dans un cadre qui cherche à être productif et efficace, c'est plus un jeu. Carole Montry-Rasbousquet aussi avait écrit en ce sens, Jean Vial aussi, plein d'auteurs entre les années 65 et 2000, j'ai envie de dire jusqu'à Julien Alvarez, jusqu'en 2006, on avait des sciences de l'éducation qui étaient le pied sur le frein, y compris Gilles Brougère, qui a beaucoup évolué au cours de sa carrière. Donc cette dimension transformative, elle a fait débat. Aujourd'hui, on a plutôt à la valoriser. Et de ces trois attributs, donc régulation, valorisation, engagement et transformation, on a la ludopédagogie. C'est-à-dire que utiliser le jeu dans un contexte d'enseignement à des fins de modifier le cadre, de modifier les attitudes ou de transformer les compétences et les représentations, c'est les trois façons qu'on a de faire de la ludopédagogie. Donc soit je vais gamifier, donc la gamification c'est l'utilisation d'un contexte de jeu, d'éléments de jeu que je vais mettre dans un environnement qui n'était pas en soi un jeu. Justement, par exemple, quand je vais mettre des petites photos de Dark Vador tout au long de mon cours, ça c'est de la gamification. Si je mets des badges, c'est de la gamification. Si je fais des niveaux, des points d'expérience, si je crée, je sais pas, des espaces VIP dans mon cours, si je fais des systèmes de matching, de faire que les bons rencontrent les bons. Tous ces éléments qui sont des mécaniques de jeu que j'utilise dans un contexte d'enseignement qui a priori n'est pas un jeu, ça c'est ce qu'on appelle la gamification. Et c'est sur l'aspect de régulation. Si je vais modifier mon activité d'enseignement en cherchant à transformer l'attitude de mes participants, élèves, apprenants, en joueurs, donc si je cherche à changer leur attitude pour qu'elle soit joueuse, la playful attitude, voilà, comme on dit, là, ici, on va être sur de la ludicisation. Et Eric Sanchez, je dis qu'il n'est pas très loin, parce qu'il est en Suisse, mais de votre point de vue, il est loin. Enfin, du mien, j'ai l'impression que vu que c'est en dehors du périph' de Caen, c'est un peu la même chose, Toulon et la Suisse. Donc, ça, c'est les hallucinations de l'IA. Il parle de ludicisation. Et ludicisation, c'est chercher dans son enseignement à transformer les attitudes. Donc là, je ne vais pas forcément rajouter des gadgets, mais je vais chercher dans la façon dont je vais concevoir mon activité pédagogique à avoir des moments où mes apprenants auront une attitude joueuse. Je suis là, une attitude joueuse. J'avais dit que je ferais des cascades, hein. J'avais prévenu. Donc, et ça, là, on ne voit plus du coup. Donc, mais c'est important de se dire qu'on peut éventuellement faire de la ludopédagogie sans forcément arriver avec une boîte de jeux, sans forcément avoir des décorations qui sont ludiques, simplement en faisant en sorte que la façon dont je vais traiter mon groupe classe, mon groupe d'apprenants, ça va être de faire en sorte qu'ils aient du plaisir à faire ce qu'ils font. Et cette mobilisation du plaisir, qui n'est pas forcément, une fois de plus, unanime parmi les collègues, et je pense que c'est très très bien d'avoir aussi une lecture critique. Michel Lavigne, je vous encourage, si vous voulez avoir une lecture critique de la ludopédagogie, souligne les dangers qu'on peut avoir à surmobiliser cette question du plaisir dans le travail.
Emmanuelle Savignac aussi, là, vraiment là, dans le contexte plus professionnel, elle met en garde sur le fait que cette injonction permanente qu'on a, prenez du plaisir, amusez-vous, des fois de temps en temps ça ne peut pas se commander. Et puis c'est peut-être pas toujours une qualité qu'on devrait toujours avoir. Des fois on a le droit justement d'avoir du plaisir ailleurs que dans son travail. Et que le travail n'est pas forcément le lieu du plaisir, mais parfois ça peut avoir un bénéfice parce que quand on est dans cette dynamique, le maître du jeu il va me tirer les oreilles, là, je le vois. Je pense que c'est un apport important au départ et ça permet de voir dans quel univers on va évoluer. Là qui me pèse sur l'épaule, tais-toi, dit-il avec ses yeux. Et donc, non mais je finis juste, cela dit. Et ce qu'on vise ici un peu, c'est ce principe en psychologie positive. À chaque fois qu'il faut que je dise son nom, là, les théories de Mihaly Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi. S'il y en a un qui l'a mieux, je suis preneur, mais à chaque fois, c'est un moment où je souffre. Je me dis, il faut que je dise son nom. Il y a Pécroune qui a écrit des choses, c'est plus facile à dire, mais voilà. En psychologie positive, c'est cette théorie du flow. Vous savez, cette coïncidence de la satisfaction et du plaisir qui vont faire qu'on va être dans un état un peu second, distorsion temporelle, on ne voit pas le temps passer, on a une surmobilisation de ses capacités cognitives. Voilà, on est à fond et on a des fois, ça, quand on est enseignant, ces moments un peu de suspension du temps où ça passe très vite. Ils ont eu une séance de 4 heures et à la fin, c'est déjà fini. Vous êtes peut-être, ça fait déjà 4 heures qu'il parle. Non, ça fait que 10 minutes. Et donc, des fois, c'est le contraire, c'est un anti-flow. Mais c'est ce qu'on cherche. Et parfois, par le jeu, on peut avoir cet effet d'engagement par le jeu. Et la dernière composante, c'est sur, on va parler ici, on a parlé beaucoup de serious gaming. Moi, j'aime bien utiliser la dernière composante de la transformation. Moi, j'aime bien parler de game-based learning, déjà parce que ça rejoint la littérature sur le sujet. Les GBL, c'est un sujet très très structuré et pas forcément récent dans les game studies. Vous pouvez avoir l'impression que c'est une mode, que c'est très très récent. En fait, c'est pas récent du tout. C'était il y a un an, quand on était à La Rochelle, c'était l'année dernière. Je crois que c'est le 53e édition du colloque ISAGA, International Simulation and Gaming Association, qui s'intéresse à la façon dont le jeu et les simulations peuvent là surtout soutenir les transformations en pédagogie et en médiation scientifique, on le fait un peu rapide. Mais même si je remonte plus loin à Rome, quand on dit à Rome, c'est pas à Rome géographique, c'est à Rome historique. Dans la Rome antique, le maître d'école, il s'appelait le magister ludi, le magister ludi, le maître des jeux littéralement. L'instituteur, voilà, celui qui s'occupait des enfants, il mobilisait les jeux à ce titre-là. Et donc, on a aussi plein d'expériences, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, en fait, ce n'est pas forcément une idée qui est neuve dessus. Et donc, le champ des Game Studies, c'est plutôt le Game-Based Learning. Et moi, j'aime bien parce que plutôt que de dire dans cet effet-là de prendre Serious Gaming, je ne sais pas s'il y a des enseignants en langue, j'adore les enseignants en langue. Ne vous inquiétez pas, je peux vous faire quelque chose. Il n'y en a pas ? Bon, tant mieux. Je vais pouvoir dire n'importe quoi. Et en fait, en anglais, vous savez, quand il y a serious gaming, ici, le ing, ça veut dire que le ing, il est sur le verbe, et donc c'est le centre de l'action. Et moi, je préfère game-based learning parce que ici, il est sur learn, le centre de l'action. Et le jeu, il est le support à ça. Et donc, dans cette perspective, ici, quand on est dans le game-based learning, le jeu, l'activité jeu, se substitue à l'activité d'apprentissage. À la différence de la gamification où dans l'activité d'apprentissage que j'aurais fait d'habitude, je rajoute des éléments par rapport à la ludicisation où je vais transformer un peu les attitudes. Game-based learning, les 6, je substitue l'intégralité. Et les 3, game-based learning, ludicisation, gamification, ça rejoint la totalité de ce qu'on appelle la ludopédagogie. Pédagogie. Pédagogie. Celle-là, on l'avait mal répété. Il y en a certaines ont été mieux. Bien, maintenant que ces souvenirs rapportés à ce fameux post-it font plus de sens, eh bien, qu'est-ce qui peut faire peur à l'idée de s'engager sur un dispositif ludopédagogique ? Donc, on parlait d'IA tout à l'heure, mais l'ensemble des illustrations utilisées pour ce WooClap sont librement supportées par ChatGPT sur sa version 4.0. Donc chronophage en numéro 1.
Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc étudiant, perte de temps, oser, échec. Excluant, mauvais jeu, programme, inexpérience. Donc en effet, il y a là beaucoup de réponses. C'est bien parce que du coup, si on s'était retrouvé face à une situation où vous ne proposiez pas grand-chose, c'est le genre de cas où on s'est dit bon, ça on reproduit pas. Alors en effet, la ludopédagogie, ça prend du temps. Et c'est mieux de se dire que quand on s'engage dans un dispositif ludopédagogique, on sait que ça prend du temps et qu'on ne fait pas ça à la légère. C'est une pédagogie qui est coûteuse en temps, mais également en moyens humains, puisque si on ne veut pas se retrouver dans une situation où on est en difficulté, donc à savoir, là je vois échec, osé, inconfortable, eh bien c'est intéressant de tester en fait son dispositif. Le tester face à des étudiants qui peut-être sont là avec vous. Donc là, finalement, on teste un dispositif tous ensemble. Donc je me mets peut-être en difficulté voilà, je voyais que ma slide ne passait pas tout à l'heure quand j'ai pas dupliqué mon écran. C'est pas grave en fait. On a pris parti au départ de vous dire qu'on testait une modalité avec vous. Donc en effet, quand on s'engage sur un dispositif ludopédagogique, ça peut être chronophage. Mais c'est intéressant de, mine de rien, se mettre dans une situation où on teste avec les étudiants. Peut-être que tu veux compléter un peu ? J'ai oublié de dire des trucs tout à l'heure. Non, parce que c'est vrai, en fait, je vous ai donné une version de la ludopédagogie qui est tronquée, parce que là, je suis parti du principe qui est plutôt un principe instructionniste. C'est-à-dire que en fait, l'enseignant commande à ses apprenants de jouer. Mais il y a aussi une approche constructionniste, où on fait faire le jeu à ses étudiants. Qui est aussi, et ça aussi, c'est de la ludopédagogie. Catherine Roland, à Polytechnique, elle a une chaire, je sais plus si c'est jeux vidéo, voilà, mais elle fait développer des jeux vidéo à ses étudiants, qui ne sont pas pourtant des développeurs, mais c'est aussi intéressant, et c'est aussi dans le champ. Ce qui amène... alors, moi, c'est bien que vous ayez peur du temps, parce que c'est effectivement le cas. Et donc, des fois, on arrive le dimanche soir à avoir une bonne idée, à faire un super jeu le lundi matin. C'est pas les choses qu'on recommanderait le plus, quand même. Ça prend énormément de temps, et le temps de test d'un jeu est énorme. Et il est souvent sous-estimé, et avant de pouvoir équilibrer des règles du jeu, avant de pouvoir avoir quelque chose qui soit stabilisé, ça prend du temps. Nous, quand on développe un jeu, on dit souvent un jeu analogique, donc un jeu physique, c'est 12 à 14 mois, un jeu vidéo, c'est 14 à 18 mois. C'est donc sur ces échelles-là que l'on produit. J'allais même dire, dans les rendez-vous que l'on fait avec les enseignants qu'on accompagne, régulièrement, quand on a une proposition d'idée de jeu, alors qu'elle soit vraiment au stade d'idée simplement alignée pédagogiquement, on dit est-ce qu'on peut se dire qu'au prochain semestre, on y est ? Non, en fait, c'est vraiment pas évident. Par contre, on peut se dire qu'on conçoit un prototype, et en effet, on le fait tester collectivement avec les étudiants, et on change en fait la modalité. On est sur une approche plutôt méthodologie de projet. Et par contre, un an après ou un semestre après, en fonction de l'état d'avancement, on peut peut-être présenter un prototype encore plus avancé de jeu. Il y a beaucoup de choses autour de la peur que ça ne marche pas. Alors c'est bien d'avoir peur que ça ne marche pas. Cela dit, des fois, on a des choses, on sait que ça ne marche pas, mais on passe une carrière à le faire. L'amphithéâtre, on sait que ça ne marche pas, c'est même documenté, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas peur de le faire, parce que finalement, c'est un peu l'attendu institutionnel, à la fois des étudiants de nos collègues et de notre gouvernance. Je fais un cours magistral, ça ne marche pas spécialement. Les taux de rétention, ils sont pas fous. Faites l'expérience. J'ai eu l'occasion de la faire, de récupérer une promotion 10 ans plus tard qui revenait pour un gala. Je leur ai fait faire, c'était sympa comme truc, je leur ai fait faire le devoir qu'ils avaient fait 10 ans plus tôt. C'est humiliant pour l'enseignant de lire ce que des bons étudiants ont retenu de ce qu'on leur avait dit.
Alors, il se souvenait par contre des bêtises que j'avais été faire dans les bois, tous les trucs. Il se souvenait les traces qu'ils ont gardées, c'était pas celles qui m'intéressaient. Et pourtant, et ça se passait bien. J'avais pas d'absentéisme. Ils posaient des questions. Leur fille, j'avais plutôt l'impression qu'il se passait bien. Donc, cela dit, enfin, ça renvoie à cette question de ça marche pas. On va avoir ici davantage la crainte, parce qu'on est sur une famille de pédagogie active qui n'est pas encore spécialement légitime. Et il y a cette légitimité qui n'est pas énorme avec la ludopédagogie, une légitimité qu'on peut avoir, de se dire je vais faire jouer, est-ce que je vais le dire à mes collègues, ils vont pas me juger, est-ce que du coup ça contrarie pas toutes les promotions que je pouvais avoir, les requalifications que j'espérais si je dis que je fais des jeux, est-ce que je vais être payé, enfin, voilà. Non, mais j'ai des fois eu ça. On a des fois ça comme question de collègues en disant mais vous inquiétez pas, c'est en dehors des cours. On va les faire jouer, mais en dehors des cours, comme ça, on fera le vrai cours. Et puis en bonus, on fera la chose. À mon avis, si ça a un intérêt, si ça a un sens, il faut le faire dans le cours. Si ça n'a pas de sens, et ça arrive quand même souvent, des fois que ça soit pas la bonne formulation, la bonne proposition pédagogique, c'est pas forcément adapté. Ça vraiment, il y a plein d'autres pédagogie active notamment, qui sont souvent plus faciles à mettre en place, moins coûteuses en temps et en argent et en moyens humains, et autant le faire. Vraiment, c'est une bonne approche par projet, par problème. Ça, c'est plus safe que de se lancer dans du jeu, c'est sûr. Mais parfois, le jeu, il va pouvoir aller toucher du doigt ces éléments. Juste sur la légitimité, elle n'est pas que avec ses collègues et sa gouvernance, elle est aussi avec les étudiants. Les étudiants, et surtout les bons étudiants, ceux qui ont hacké le système. Moi, j'ai compris assez vite comment on faisait une dissertation, j'ai fait ma carrière là-dessus. C'est-à-dire que dans le pire des cas, j'avais 11-12. Et les bons étudiants qui savent comment en fait, on répond, ils savent apprendre un cours, ils savent répondre à des problématiques, ils savent... ça les met vraiment, eux, en danger. Une nouvelle modalité où éventuellement... et peut-être des fois, on a eu ça il n'y a pas très longtemps, avec des étudiants qui avaient écrit au directeur de l'IAE en disant que c'était injuste, que un peu des nuls réussissent mieux qu'eux, parce que quand même, sur le fond, ils étaient meilleurs, quoi. Et donc le jeu crée cette forme d'injustice. Ça renverra peut-être à autre chose. Je ne sais pas si on en reparlera, mais là, c'est peut-être aussi parce que le jeu servait des supports d'évaluation. C'est ce que j'allais dire. En fait, sur l'ensemble de la présentation, on va peut-être pas tout couvrir d'un coup, puisqu'en fonction de vos réponses, en fait, de vos propositions, on aura un format de réponse aligné. Mais on peut prévoir un temps de questions-réponses à la fin, justement, pour combler ce qui n'aura pas été vu, ou si vous avez des doutes. C'est juste ni. Il y a marqué ni, c'est pour ça que je cherchais. Ça doit aller avec un reste de phrase. Ouais. Ah oui. Je vois la question de la préparation, inexpérience, ne pas maîtriser. Ça, c'est des choses qu'on va également revoir cet après-midi. Alors, oublier l'essentiel, je vois quelque part, puis ça fait écho à certaines autres choses sur il y avait la dilution, ne rien apprendre et autres. C'est le fait du jeu gadget, le principe de l'activité ludopédagogique un peu gadget qui va pas pouvoir faire sa mission. On est dans un contexte d'enseignement, donc si quelque part il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de bénéfice à l'engagement, donc en soutien de la réussite, ça ne vaut pas forcément le coup de le faire. Ce qui fait que ça, c'est bien. Alors, c'est bien d'avoir peur, parce que si on a peur, ça nous amène généralement à choisir ou à modifier. Donc ça arrive fréquemment que l'on se lance dans des projets de jeu qui sont d'une ambition mais incroyable. Et c'est le risque quand on accueille des équipes, le risque fréquent d'avoir des enseignants qui arrivent avec un jeu qui fait tout. Le jeu, il aura la possibilité de faire quelque chose, mais ça risque d'être assez pointu, assez ciblé, et certainement que oui, il ne pourra pas tout faire, naturellement. Et il pourra, c'est pas marqué ici, mais j'ai pas vu la peur que l'enseignant disparaisse. Enfin, il y a marqué enseignant, coucou. Si au-dessus de chronophage,
la ludopédagogie, Philippe Lépinard le dit, c'est une pédagogie qui est très exigeante, qui nécessite, voilà, ça revient sur chronophage, énormément d'investissement de l'enseignant, énormément de méthodes dans la façon dont est introduite, animée et débriefée et évaluée l'ensemble du dispositif, ce qui fait que on peut se tromper de métier parfois. Et on a parfois des enseignants qui arrivent avec une création sur laquelle ils ont travaillé, des fois travaillé pendant des mois, et ils ont été faire du game design. Et ils ont été inventer un jeu qui peut être intéressant, mais qui va passer à côté justement de l'essentiel, qui est l'objectif d'apprentissage, qui est l'objectif pédagogique, la compétence. Et si ça, c'est pas ancré solidement dans notre proposition ludopédagogique, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est dommage. Infantilisant, j'ai vu aussi quelque part. Ça, c'est... Est-ce que j'ai le temps de redire? Ouais, j'allais dire, je pense qu'on va avancer, mais on peut revenir dessus. Bah, la réponse façon, la réponse de l'IA me convient. Le maître de l'infantilisant, non? Non. Voilà. On en reparlera à la maison. On en reparlera à la maison, ouais. Alors, si on s'engage dans ce projet, est-ce qu'on y va seul ou est-ce qu'on y va accompagné? Ah non, en fait, c'est pas un prédé. Ah non, en fait, on peut pas le lancer. Il va se casser, c'est un dé. Non, non, je crois que c'était un dé en mousse. Oui, oui. Ah bah voilà. Super. J'aime pas trop les... Si ça fait un 5, tu rentres à pied. Je vais commencer à partir maintenant, je vais prendre de l'avance. Donc, pour entamer ce projet, on y va accompagné. Alors, j'entendais la question, accompagné de qui? Accompagné de vous. En effet, en fait, toute l'année, on accompagne des enseignants dans le développement de leur projet. Et pour faire écho à la réponse tout à l'heure de notre IA, c'est intéressant de faire un retour en fait, sur les productions qui ont été faites au moment où on est au stade de projet. On peut dire, voilà mon idée, comment on fait pour aller plus loin? Déjà, quand on s'assurait que pour ne pas diluer, eh bien, je voyais tout à l'heure la dilution du contenu, être bien sûr que l'apport théorique, le message que l'on souhaite faire passer avec ce jeu soit bien en adéquation avec les mécaniques du jeu. Oui, c'est intéressant de se faire accompagner. On est garant, pour ma part en tant qu'ingénieur pédagogique, de la qualité du jeu qui va être proposé et d'être sûr que la modalité qui soit proposée soit la bonne. Et en fait, régulièrement, j'ai le mauvais rôle et de dire que peut-être que faire un jeu avec cette idée-là, c'est pas une bonne idée. Et à ce moment-là, on accompagne à faire autre chose. Peut-être si l'envie de jouer est là, de proposer des séances où on va tester d'autres jeux, d'autres mécaniques, et ainsi de suite, pour accompagner à la création d'un autre jeu pour un autre apport, un autre objectif pédagogique. Mais voilà, j'ai souvent le mauvais rôle et de dire que c'est pas une bonne idée de partir sur un jeu à ce moment-là. Mais si le projet est au stade du prototype, qui a déjà des éléments matérialisés, c'est douloureux d'aller dire là la création elle n'est pas idéale. Par contre, on va peut-être l'adapter. On va revoir certaines choses, on va rajouter des mécaniques, on va retravailler. On a dans notre équipe un game designer qui est occupé à 100% de son temps à développer des projets ludopédagogiques des enseignants, tant sur le plan des jeux vidéo que des jeux de plateau ou des jeux de rôle. Et donc voilà, on prend un peu de temps pour retravailler ces créations-là, dans le but d'en faire des créations encore plus avancées. Si je ne veux pas rentrer à pied. Alors donc on va y aller accompagner. Ce qui est bien, alors accompagner.
Seul, c'est jamais formidable d'être seul de manière générale. Et ça, on le sait très bien pour tout ce qui concerne la recherche. Quand on est dans un laboratoire, on sait qu'on ne fait jamais les choses tout seul. Enfin, c'est quand même mieux d'être en équipe, ou même avec des gens qui ne sont pas dans notre labo, mais qui sont dans d'autres. On partage. En pédagogie, on a plutôt un exercice solitaire de notre métier. Parfois, on arrive à avoir une équipe pédagogique. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est toujours intéressant de se projeter dans un accompagnement. Et donc, l'accompagnement, il peut être effectivement, par un service d'appui à la pédagogie, par un service qui aura des gens formés et informés qui pourront aussi me venir en aide, un peu concrète, pour me donner me libérer de temps, de tâches. Moi, je suis enseignant, je ne suis pas là pour découper des cartes, hein, alors qu'un ingénieur pédagogique. Non, mais je veux dire. C'est une private joke parce qu'on s'est retrouvé il y a 2 semaines à revoir 1700 cartes. Voilà, qui allait pas. Donc, petite dédicace à la reprographie de l'université de Caen, Normandie. Donc, sur l'accompagnement, c'est effectivement par ce type de service. Mais en fait, dans l'accompagnement, on va pouvoir gagner du temps. Il y a cette logique-là de gagner du temps. Parfois, notre jeu, il a déjà été inventé. Et donc, on n'est pas forcément en veille sur tout ce qui sort. Et il y a énormément de jeux qui sont sortis. Et encore aujourd'hui, il y a plein de jeux qui sortent. On n'est pas forcément nous-mêmes, ou on n'est pas forcément soi-même au fait de ce qui peut exister comme proposition en termes d'univers, en termes de mécanique, en termes de diégèse de jeu, voilà, en termes de narrative design. Il y a plein de choses auxquelles on n'est pas forcément naturellement formé en tant qu'enseignant. On n'a pas forcément soi-même un gros background de joueur. Donc ça peut être, on n'a pas une culture ludique ou vidéoludique. Donc ça peut être intéressant d'avoir cet accompagnement-là qui va pouvoir nous ouvrir. Parce que le jeu, on ne va pas le faire pour soi-même. Cette activité-là, on ne va pas la faire pour soi-même, pour se faire plaisir ou pour ressortir le triptyque funeste, j'ai envie de l'appeler comme ça, du Trivial Pursuit, du jeu de loi et du Monopoly, qui sont souvent les... Désolé. Voilà. Je suis une IA, c'est ce que je disais, des fois j'hallucine. Mais d'avoir en fait ce triptyque de jeu, alors pourquoi je pourrais, s'il y a une question qui revient, je pourrais en parler. Mais ce triptyque de jeu-là, il revient quasiment systématiquement parce que ce sont des lieux communs ludiques du XXe siècle. Et ce qui fait qu'on se dit, ils parlent universellement. Derrière, il n'y a pas forcément des mécaniques de jeu qui sont très riches, qui sont parfois même très signifiantes. Et c'est surtout qu'on passe à côté de très nombreuses mécaniques qui peuvent améliorer l'expérience du joueur et créer, éventuellement éviter des effets d'injustice. Je donne juste l'exemple du jeu de loi. Désolé. Hein, bon, je vais rentrer à pied aussi, je sens. Le jeu de loi, il a une mécanique de base qui est injuste. C'est un jeu d'éducation qui sort globalement au XVIIIe, c'est surtout au XIXe siècle qui se développe. C'est un jeu d'éducation, c'est un jeu moral où on lance un dé, on va avancer son pion d'un nombre de cases qui correspond au score qui est lancé par le dé. Si on répond juste, on peut continuer. Si on ne répond pas juste, on est coincé sur sa case. Pourquoi c'est injuste ? Parce que, imaginons, je fais un 1. Je vais sur la case 1. Je réponds juste. Je relance le dé, je fais 1. Je réponds juste. Je relance le dé, je fais 1. Ça m'arrive 5 fois de suite. J'ai eu 5 bonnes réponses et la 6e, j'y arrive pas. Je suis coincé à la case 5. Quelqu'un arrive derrière moi, il lance le dé, il fait un 6. Il va sur la case 6, il répond faux. Il n'a pas donné une seule bonne réponse, j'en ai donné 5. Et pourtant, dans la piste de score, et là ici on a un jeu de progression avec un parcours où celui qui arrive le premier gagne, ici la mécanique de jeu elle est pas bonne, c'est-à-dire dans la justice de l'expérience, parce que le jeu ne favorise pas celui qui va répondre juste, qui est théoriquement la façon de bien jouer, mais celui qui va avoir la conjonction de bonnes réponses et surtout niveau élevé. Donc on avait eu un jeu qui avait été développé comme ça, et ce qui fait que comme c'est un jeu vidéo, on avait créé un algorithme qui faisait que le dé, c'était pas un vrai dé, c'était un dé pipécie. Et donc il avançait en fait tous les joueurs avaient un même potentiel de points de déplacement, comme dans le jeu Ave César, si vous connaissez. Ici, c'est un deck de cartes, et donc on avance, c'est des comment s'appelle des
les chars avec des chevaux, ça a un nom. Quand c'est tiré par 4 chevaux, c'est un quadrige, donc on en a 4, et puis donc on a les couleurs, donc c'est vraiment. Et en fait, là, on lance pas des dés, on a un deck de cartes. Donc les cartes fortes, si on les a au début, on les a pas à la fin. Et donc voilà, mais on a la même chose. Donc accompagner. Alors, ça peut être pas mal que tu. L'IA peut bouger partout. On peut même l'éteindre, visiblement. Donc accompagner, ça peut être accompagné voilà, pour ces choses-là. Et l'IA aussi, l'IA peut dire que l'accompagnement, il n'est pas forcément par les ingénieurs pédagogiques et par le service, mais on peut être aussi accompagné par ses pairs, ses pairs collègues. Et c'est quand même intéressant d'aller échanger avec ses collègues quand on a des propositions pédagogiques et des scénarisations. C'est toujours intéressant d'aller discuter avec des collègues. Et c'est même des fois encore plus intéressant d'aller discuter avec des collègues qui ne sont pas des collègues de notre discipline. Ce qui fait qu'on ne rentre pas dans le débat didactique ou le débat un peu théorico-scientifique de spécialistes, mais d'aller discuter justement avec un enseignant qui n'est pas de sa discipline et de s'intéresser à la question de la pédagogie. Voilà mon objectif d'apprentissage, voilà ce que j'imagine pour faire ça, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Donc ça, d'avoir des occasions. Et l'accompagnement, il peut être aussi, et ça c'est ce qu'on a quand même un game designer de jeu, même s'il a un exercice qui pourrait être solitaire à un moment, il va se retrouver confronté à parler avec son éditeur. Il va avoir des poules, pas des poules, mais des poules de testeurs, des groupes de testeurs. Et nous, ça peut être intéressant de tester, de se dire, moi, je serai accompagné parce que je vais imaginer mon jeu, si je veux qu'il sorte à telle échéance, de me faire un groupe avec des collègues, des étudiants, éventuellement des anciens étudiants, éventuellement des professionnels, pour pouvoir tester ma proposition. Donc, c'est pas qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse, parce qu'on peut y arriver aussi. Et puis, dans les deux cas, il y a des. Quand on part seul, en fonction de son bagage, son expérience de jeu aussi, nous, on s'est déjà retrouvé avec des super bonnes propositions et on n'avait plus qu'à éditer. Et je reviens sur le Monopoly également pour. Non, parce que ça va faire sens. Quand on sait qu'il y a déjà la notion d'injustice dans le lancer de dés et qu'on part sur le détournement d'un Monopoly, le temps d'ajouter des mécaniques, de rajouter des éléments pour s'éloigner au plus possible de la mécanique du Monopoly, en fait, ça peut être plus vertueux dès le départ de s'engager sur autre chose parce qu'on sait ce qu'on veut corriger. Oui. Alors, maintenant qu'on a un peu une idée de ce qu'on veut faire, des craintes, des possibilités que l'on a, est-ce que notre jeu, on a envie qu'il intervienne plutôt en début, milieu ou fin d'enseignement? Qu'est-ce qu'on propose en phase de découverte, en phase d'exercisation, en phase de synthèse? Il n'y en a qu'un. Il n'y en aura qu'un jeu aujourd'hui. Non. Les développeurs. En fait, les trois propositions sont intéressantes et justement, il n'y a pas de. C'est pour ça qu'on ne vous a pas fait un quiz avec un système de score et tiens, il y a seulement 10% des personnes qui ont bien répondu au final à la fin de la journée. Parce que peu importe les choix de réponse, il y a vraiment matière en fait, à discuter. Et la question précédente, est-ce qu'on s'embarque seul, est-ce qu'on s'embarque accompagné? En fait, pour le coup, vraiment, ça dépend. En fait, ça dépend de l'équipe que l'on a à disposition, ça dépend des étudiants que l'on a aussi en capacité de tester avec nous. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Là, de nouveau, est-ce que le jeu, il intervient plutôt en début, milieu ou fin d'enseignement? Ça dépend. Ça peut être réutilisé à plusieurs niveaux. On peut adapter les niveaux du jeu pour qu'ils puissent être progressifs. À savoir, on propose une première version du jeu en phase d'initiation, puis une deuxième version, puis une troisième version. Il peut être adapté à chacune des phases si on a bien imaginé en fait, en amont son objectif pédagogique. Cette question, elle est importante. Quand on est dans la conception du jeu, parfois, la temporalité, l'utilisation et la modalité de manière générale de ce qu'on va faire, elle est assez déterminante. Personne n'avait peur des contraintes matérielles. Ça peut parfois, ça peut être un vrai problème.
Moi, je sais pas, imaginons, mon directeur des études, il me fait, ma scolarité me donne que des cours d'1 heure dans une salle où les tables sont accrochées au sol. Bah, ça peut vraiment contrarier ma possibilité de pouvoir imaginer une proposition. Là, c'est un lieu qui est sympa, qui est très sympa parce que c'est modulaire, c'est en plus... voilà. Donc on peut avoir ces contraintes-là. Et donc, en plus de ces questions-là, se dire à quoi va me servir le jeu. On peut avoir effectivement des fois des jeux qui sont 100% perlés sur tout un parcours. C'est des propositions qui sont compliquées c'est assez compliqué. Donc là, on a voulu vous contrarier, vous obliger à vous positionner. C'est pas très grave. Donc nous, on va imaginer donc un jeu qui est plutôt ici. Si on le fait en début de séquence, en début de parcours, ça peut avoir l'avantage que ça permettra par la suite de pouvoir revenir dessus. Et ça permet d'avoir justement de très nombreux échos. Vous vous souvenez quand vous avez joué ça? Donc c'était le jeu, on en reparlera, mais le jeu, c'est pas le réel, le jeu. On est d'accord, hein, il y a toujours le jeu est une simplification et une transcendance par rapport au réel. Sinon, ça serait pas intéressant. On retourne dans le. Voilà. Non, je rentre pas dans ça. Donc le jeu, on peut le faire en début de partie, et je pense que c'est intéressant parce qu'après on peut faire beaucoup d'écho à ça. On peut le faire à l'inverse en fin de parcours et d'avoir quelque chose qui va permettre de mobiliser tous les éléments qu'on aura pu voir dans le cours et s'en servir pour pouvoir dans l'expérience. Ça peut être en cours de partie, en cours de parcours. Donc là, on est parti là-dessus. Et en fait, je trouve ça intéressant. J'avais un petit a priori, voilà, je confesse, de voir plus de propositions sur des jeux en phase de découverte, parce qu'en fait, régulièrement, dans les projets qu'on accompagne, on voit des jeux où l'objectif, c'est de faire découvrir une notion. Et là, l'objectif pédagogique, il est simplement sur la découverte. Et en fait, on a peur de proposer un jeu en phase de synthèse, puisqu'on se dit, bah oui, mais le jeu, il peut pas aller, en fait, dans le fond, en fait. Et c'est plus facile de se dire de faire un jeu en phase de découverte. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'avoir autant de propositions ici que... Oui, il n'y a pas de bonne réponse. De toute façon. Non, c'est pour ça. Je voulais dire un truc sur le jeu de loi, mais c'est pas une... c'est parce qu'un jeu a des mécaniques qui sont mauvaises que l'expérience des joueurs et l'apprentissage va être mauvaise et l'apprentissage ne va pas se faire. Donc c'est pas du tout... mon propos. Phase d'exercisation. Ouais, en fait, ce qui compte ici, c'est que ça soit articulé avec le reste. Il ne faut pas que le jeu il tombe de nulle part en disant voilà, il y a 8 séances de cours, c'est comme ça, avec je sais pas, des enseignements qui peuvent être très, très bien par ailleurs. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment désarticulé, qui est sans cohérence. Donc, quel que soit le moment où vous allez le mobiliser, il faut que ça puisse être... réinvesti, utile par la suite. Il pourrait même être, d'ailleurs, en dehors de ça. Ça pourrait être... Il y a des fois moi, j'ai fait des jeux parfois que je faisais quand j'enseignais en IT. Enfin, j'enseigne toujours plus ou moins en IT, mais je savais globalement que les étudiants qui étaient au semestre 2, je les avais au semestre 3 l'année suivante. Donc parfois, pendant l'été, je leur donnais des jeux à faire et ça me permettait de pouvoir l'utiliser un peu en... Ça peut être même avant l'enseignement. Donc là, on part plutôt sur quelque chose en phase d'exercisation. Est-ce que le dispositif qu'on est en train de créer, il est évalué? Là, il y a déjà un piège, mais la question, c'est le dispositif. Est-ce que ce qu'on est en train de créer, donc le dispositif, j'ai volontairement pas choisi le mot jeu, est-ce qu'on l'évalue? Donc là, pareil, oui ou non, on reviendra dessus, mais est-ce qu'on évalue Eh oui. Non, le dispositif ludopédagogique que nous sommes en espace train de créer avec Entrain il est est-ce qu'il est évalué?
Et c'est exactement la même chose, c'est vrai, j'insiste pour En dire fait, c'est que... ça la question. Justement, en fonction des réponses, on va revenir dessus, mais il est. Est-ce qu'il est support en fait d'évaluation? C'est-à-dire que Est-ce que les étudiants en fait vont venir évaluer la proposition qu'on leur donne? Est-ce que l'ensemble de la séquence en fait, elle est articulée autour de ce dispositif et on évalue la séquence en entier? Comment en fait on articule? Oui. Non, du coup, ils ne peuvent plus voter par rapport à toutes les questions. Mais on peut figer là-dessus. On peut figer là-dessus. De toute façon, il y avait plus de oui là-dessus, mais l'idée c'est de se poser aussi des questions. C'est pas grave. C'est pas grave parce que justement, c'était un peu une question piège. Exactement. Mais c'est avec des points négatifs. Non, en fait, je pense qu'ici, là, il y a quand même une bonne réponse derrière, c'est que si on parle du dispositif ludopédagogique, je pense qu'il gagne à être évalué. C'est-à-dire que la séquence pédagogique où à un moment donné on va évaluer, on va mobiliser le jeu, est-ce que ça faut l'évaluer? Je pense que oui. Je pense que oui, en tant qu'intelligence artificielle, je m'engage, c'est rare, je m'engage parce que faudrait quand même vérifier si ça sert à quelque chose, notre histoire, parce qu'on a passé du temps, on a mis de l'énergie, c'est au milieu de notre cours. Et donc là, on parle du dispositif ludopédagogique, et c'est là où justement il y a quelque chose qu'il faut décorréler quand on parle d'évaluation, c'est décorréler l'évaluation de l'expérience dans le jeu, s'il y a un jeu, et donc de la réussite et de la performance dans le jeu, qui à mon sens n'est pas pertinente à évaluer. Ça biaise complètement l'engagement, surtout si on est sur des jeux coopératifs. J'en vois encore une fois Emmanuel Savignac qui a beaucoup décrié tous ces principes de jeux d'entreprise, des jeux de recrutement. On fait un escape game. Donc un escape game, c'est un moteur de jeu qui est très très coopératif. Mais par contre, on va regarder lequel coopère le plus. Donc en fait, on biaise complètement l'attitude un peu libre qu'on pourrait avoir dans un jeu. Donc s'il y a une expérience de jeu, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit libre. Et en plus, ce qui est génial avec un jeu, c'est d'ailleurs moi ce que je préfère avec le jeu, c'est que le moteur du jeu, c'est que l'échec est un facteur d'apprentissage. Si vous jouez régulièrement, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de plateau, encore plus dans des jeux de rôle, où l'échec est extrêmement valorisé. C'est parce que on passe c'est comme j'ai travaillé j'avais fait une étude européenne avec un grand consortium autour de l'e-sport, donc la pratique du jeu vidéo de compétition, en compétition, et c'était assez intéressant parce que les comportements des joueurs de haut niveau en e-sport, on était sur des profils de comportement qui étaient assez proches de ce qu'on avait avec les praticiens de haut niveau en musique, en danse, ou les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas très très compétiteurs. Vous allez dire quand même, pas tant que ça, c'est pas ça le moteur premier, c'est des gens qui sont résilients et qui acceptent de passer la moitié de leur vie à rater. Parce que effectivement, pour mettre... parce que j'ai un bel exemple avec quelqu'un qui a fait une saison à Marseille sans réussir un seul tir et puis qui arrive en équipe de France et qui met une belle lucarne. Mais si vous avez vu le match, pas très intéressant d'hier soir, mais c'est ça en fait. Le jeu, on valorise. Et même il y a des gameplays. À une époque, c'était pénible, c'était très très punitif. Moi, quand j'étais enfant, je prenais de l'argent dans le portefeuille de ma mère pour aller faire des jeux. On avait 3 vies et quand on n'avait plus d'argent, on arrêtait de jouer. Et c'était très très frustrant. Maintenant, les gameplays sont plutôt pensés différemment. Si j'arrive devant un trou, je vais sauter dedans, voir ce qui se passe. Puis après, je repop juste après. Et donc je vais savoir qu'il faut que je tombe, ou que je saute plus loin plutôt, ou que je m'accroche. Donc l'échec est extrêmement valorisé. Et dans les formulations pédagogiques, il y a peu d'occasions où justement on peut échouer jusqu'au moment où on apprend. Et donc cet élément il est important. Et pour avoir cette liberté et pas avoir ce stress qu'on a dans l'expérience de jeu, c'est vraiment indispensable de ne pas rajouter la pression d'une notation et d'une performance. Ça n'empêchera pas certains joueurs, certains étudiants d'être à fond et de vouloir gagner et de vouloir se comparer et autres. Et ça peut être très très bien, assumé ou pas. Je pense que côté enseignant, on gagne à ne pas mettre en scène cet effet de performance qu'on peut avoir aussi d'ailleurs dans des jeux coopératifs. Surtout de ne pas se dire le jeu,
il peut évaluer. Sinon, si c'est ce que vous voulez faire, il faudrait que la situation de jeu soit authentique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence entre ce qui se passe dans votre jeu et la réalité. Mais ça risque de ne pas être le cas. Dans le jeu, je vous dis, c'est par nature, un jeu, c'est fictif, c'est plus simple, les personnages sont plus puissants, plus omnipotents. Donc c'est une espèce de caricature du réel, le jeu. Et donc cette caricature du réel, elle est là pour nous aider, pour faire un marchepied, pour pouvoir avancer dans la compétence ou la compréhension. Si vous voulez avoir quelque chose où vous évaluez l'expérience, faites une simulation. La simulation, on essaye d'être dans un propos qui est très authentique. Et si on y arrive dans cette situation de simulation, ça a du sens. Ça veut dire quelque chose. Et ça peut être intéressant de travailler ici. Et c'est pour ça que les simulations, ça a du sens de les évaluer et de les noter. Un jeu, ça n'a pas trop de sens de l'évaluer. Par contre, ça ne nous interdit pas de vérifier, dans le cadre du dispositif, s'il s'est passé quelque chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si en fait, je trouvais qu'elle était intéressante, cette question-là. Je coupe l'IA. Je trouvais ça intéressant que les étudiants, les apprenants puissent caractériser l'engagement qu'ils ont eu, le plaisir qu'ils ont eu dans l'activité qu'on a proposée au regard en fait, de l'ensemble de la séquence pédagogique. Et c'est dans ce sens qu'on posait la question, est-ce que le dispositif qu'on est en train de créer, il est évalué parce qu'il faut systématiquement attendre des feedbacks et c'est les apprenants en se projetant dans une attitude de joueur qui vont dire oui, ce que vous nous avez proposé c'est quelque chose de ludique et que ça n'est pas simplement une activité comme une autre, mais au regard de l'ensemble de la séquence. En 2008, Amaury a fait une étude sur une méta-étude pour voir l'efficacité de la ludopédagogie, enfin du game-based learning dans ces termes. Et en fait, une grosse méta-étude recensant près de 250 expériences partout sur la planète, voilà, plein d'articles qu'il a compilés. Et globalement, sa réponse était que bof, c'était pas tellement efficace et que par rapport à une pédagogie classique, ça n'avait pas de bénéfice. Alors nous, ça nous a un peu interpellés parce qu'on ne voyait pas forcément la même chose. Donc on a avec plusieurs chercheurs, Antoine Tally, Julien Alvarez, Damien Djaouti, Philippe Lépinard, on a essayé de mettre en place des méthodologies qui permettaient de ne pas mélanger des expériences qui n'étaient pas forcément justement des vraies expériences ludopédagogiques, puisqu'il y avait parfois des confusions. Donc on a essayé de remettre de l'ordre. Et puis systématiquement, c'est ça qui nous a amené à cette idée-là, de systématiquement vérifier, c'est-à-dire d'avoir de prendre la mesure de la compétence, de la connaissance, de la perception avant l'expérience et de ce qu'il va y avoir après, et de façon éventuellement objective. Moi, j'ai pu, des fois, alors je le fais pas, j'ai moins d'étudiants, parce que c'est l'avantage. Quand on est VP, on a moins d'étudiants. C'est sympa. C'est filmé, mince. Et les élections dans 6 mois. On fera un edit. Et donc, toujours est-il, voilà, c'est que donc moi je suis historien, donc nous c'est des écrits longs, et donc on aime bien qu'ils nous tartinent des trucs. Et en plus, moi je formais essentiellement des étudiants qui se destinaient au concours de la fonction publique territoriale, qui est un secteur d'activité qui est très très normé. Il y a des concours, et notamment une épreuve de culture générale qui était vraiment très très normée. Alors maintenant, il n'y a presque plus rien en termes de culture générale, ça a disparu. Et donc ce qui fait que je pouvais faire des évaluations avec des étudiants qui avaient joué pendant tout un semestre, des étudiants qui n'avaient pas joué. Et je pouvais, en fin d'année et par rapport au début d'année, avec des copies qui étaient anonymes, avec double correction sur un barème unique, identifier s'il y avait un bénéfice à ce qu'on faisait. Parce que comme c'est coûteux en temps, éventuellement des fois en argent, parce qu'on va peut-être développer des choses, je pense que c'est indispensable de pouvoir l'évaluer et de pouvoir par la suite se dire c'est pas important. L'évaluation elle peut être, je vous dis, quantitative et regarder le bénéfice sur la note. Elle peut être qualitative avec des entretiens. Il y a des matières, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont le sentiment de ne pas être dans un cours sexy. Moi, je trouve plein d'enseignants dans plein de maquettes qui disent « Ouais, mais moi, mon cours, les étudiants, ça ne les intéresse pas. » Mais je rencontre tellement d'enseignants qui me disent ça, mais j'ai l'impression que je rencontre rarement des enseignants qui me disent « Moi, dans les maquettes, j'ai le cours que les étudiants préfèrent. » Ou alors, ils se cachent, mais souvent, il y a cette perception un peu dépréciative de leur propre enseignement. Et ils se disent, je vais faire du jeu, ce qui fait que
il y aura du plaisir et ils vont avoir une perception, ça va changer leur regard sur la comptabilité, peut-être que ça c'est universel, un truc personnel. Non, mais même de la comptabilité dans un parcours de comptabilité, il y a des fois des enseignants qui trouvent que ça... Voilà. Donc si c'est ça votre objectif, vérifiez l'évolution de la perception, l'évolution de la perception. Donc, et ça se pense là. C'est pour ça, là je charriais, mais le entrain, ça se pense au moment de la conception. C'est pas une fois qu'on a joué le jeu en se disant, tiens, en fait, on va faire un petit questionnaire à la fin. Ils vont dire oui, ils vont dire qu'ils étaient contents. Si c'est à la fin, ils sont contents, ils n'ont pas eu un cours comme d'habitude, en général. Et puis, ils vont dire qu'ils perçoivent avoir... Ils vont dire, ouais, moi j'ai l'impression d'avoir mieux appris. Je ne veux pas dire que je me méfie des étudiants, parce qu'en plus il y en a quelques-uns, mais ce déclaratif-là, moi j'aime bien le vérifier concrètement dans une copie avec ces choses. Ouais, je regarde le temps, ça va être difficile de toute façon d'avancer, enfin de faire à mon avis tout pour qu'on se garde un petit temps d'échange à la fin. Oui. Là j'avais parlé, est-ce que le jeu est support de l'évaluation, mais en fait on est déjà revenu dessus. Ouais, donc je ne pense pas que ce soit intéressant de passer là-dessus. Par contre, voilà. Vers quel univers est-ce qu'on s'oriente ? Est-ce que vous faites un jeu là Oui, le jeu que vous créez, quoi. Là, on s'est déjà posé les questions de la modalité. Et ouais, si en s'engageant sur une création de jeu, ou au moins d'un univers dans lequel on se projette pour emmener nos apprenants, nos étudiants, quel univers on pourrait choisir pour emporter nos étudiants dans un dispositif ludopédagogique ? La mine. Si on devait choisir pour ce décalage en fait du réel vers le fictif. Ouais. Il y a eu une grosse étude qui a été... L'IA parle même maintenant. C'est un peu Skynet, hein, je prends le pouvoir. Il y a une étude qui a été faite là, en 2023 par l'IAM Cross, une grosse étude qui a été faite pour savoir quels étaient les facteurs de motivation d'achat chez les joueurs. Donc là, on n'est pas dans ludopédagogie, on est vraiment dans le domaine des game studies. Et qu'est-ce qui motive l'achat d'un joueur ? Parce qu'ils achètent plein de trucs. Hein. L'industrie des jeux... alors surtout jeux vidéo, hein, c'est des enjeux économiques qui sont supérieurs au cinéma et à la musique réunis. Si vous avez raté l'objet culturel du 21e siècle, c'est le jeu vidéo. Jusqu'à présent, on est au premier quart. Et donc, cette étude-là, elle était intéressante parce que le premier élément qui déclenche la volonté d'acheter ou non, c'est cette dimension de la narration. On joue à quoi ? Et d'ailleurs, c'est la première chose que l'on fait quand on joue. Quand vous étiez petit, pas très longtemps, pour pas avec ces personnes, eh bien que souvenez-vous, on commence toujours par dire « et si on jouait à ?» Et il y a cette première mise dans un univers. Et tous les jeux ont voilà. Il y a toujours une histoire derrière. Même sur un jeu abstrait, quelque part, on joue à quelque chose. Et donc là, c'est intéressant. Donc la mine va avoir, ça va être dans le Pas-de-Calais notre histoire, c'est bien. Mais moi, je trouve ça sympa. Il y a des mines ici. Il y a une mine à 2 km. Ah quand tu passeras ce soir, tu me fais une photo. La mine, ouais, top. C'est sympa ça. Et donc cette dimension de la mise en histoire et de l'univers dans lequel on va jouer, c'est des éléments qui peuvent nous sembler secondaires. Mais le jeu, il y a une dimension fictive. Et cette fictionnalité, je pense qu'il faut l'assumer. Souvent, nous avons des enseignants qui viennent nous voir et parce qu'ils veulent faire quand même un jeu sérieux et justement, c'est fait un peu de représentation. Chiant. Ah tiens, on n'a pas fait de règles dessus là. Et donc sur cette dimension du jeu, de la narration, Chiant m'a perdu, du coup je ne sais plus où je suis parti. Ah ben c'est toi, bravo.
Donc dans cette perspective de création de jeu, d'avoir dans le cadre d'un oui. projet qui soit trop sérieux, Oui. la volonté de se reprojeter dans le concept du cours en fait. Deux collègues de l'IAE viennent nous voir, nous disent, c'est pas une histoire drôle, c'est une histoire vraie. Deux collègues de l'IAE viennent nous voir, nous disent, on voudrait faire un jeu sur la gestion d'une banque. Et donc on a déjà des idées, ils nous montrent leur idée de jeu, c'est des tableurs Excel. On dit OK. Et ça se joue, il y a un univers, bah non, ça va être une banque, voilà, comme le Crédit Agricole de la place de l'Équerre. Je ne sais pas s'il y a un Crédit Agricole sur cette place-là. Voilà, ils pensaient vraiment à un truc local. Le jeu, Jacques Henriot, c'est pareil, c'est une superbe lecture, c'est un superbe auteur. Il parle beaucoup de l'illusion et de la métaphore. Et le jeu a cette dimension-là. Et on a ce pas de côté qu'on peut se permettre avec le jeu. Et moi, j'assume le fait que ce pas de côté, il doit être volontairement lointain du réel. Pour justement bien marquer on fait autre chose que le jeu. Et donc, moi, si j'ai la gestion d'une banque, je vais faire la gestion d'une banque je sais pas, justement, dans l'univers de Star Wars, dans une gestion d'une banque à Rome, à côté de la mine. Voilà, et je vais faire un truc qui va être vraiment différent. Parce que derrière, de toute façon, je sais que je ne vais pas les laisser repartir avec ça. Je vais faire un cours quand même, je suis enseignant. Je vais avoir un moment où je vais institutionnaliser ce qu'il faut ancrer. Et donc j'aurai un moment où je vais dire, bah oui, les amis, dans le jeu, vous avez vu, ça, on jouait comme ci, comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la réalité. Par contre, vous vous doutez bien que dans la réalité, ces choses-là, bah, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc là, après, on peut venir corriger les éléments, donc ces écarts importants qu'on peut avoir et ces écarts qui justifient la présence d'un enseignant. Infantilisant, je peux donner ma petite un truc. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, de toute façon, il va falloir dessus. qu'on s'arrête vers 45 pour se garder un temps de, oui, bah c'est bon, un temps de réponse aux questions. Donc en fait, je suis ultra rapide. Histoire vraie, et on m'a fait promettre de ne jamais la raconter. Donc, j'ai travaillé dans un centre de gestion. Je donnais des vacations dans les centres de gestion des collectivités. Pour former des élus ou pour former des élus. Et donc entre 2003 et 2006, il y a une grosse réforme une grosse réforme territoriale avec l'arrivée des EPCI, les comités de communes, les comités d'agglo, tout ça qui arrivait. Et on avait quelque chose de nouveau dans les territoires ruraux qui entourent l'Orne. L'Orne, la Sarthe, la Mayenne, c'est assez rural. Et donc ici, il y avait quelque chose de nouveau. Il fallait que les élus travaillent avec leurs voisins parce qu'ils étaient dans une même collectivité. Et donc, moi, je propose des formations et je dis, bah, tiens, moi, je pourrais faire une formation sur la gestion de conflits territoriaux. Et je mets par le jeu. Et donc, j'avais des... Alors, les élus, là, c'est un petit peu des barons dans ces zones rurales. C'est de père en fils. Et ils restent, une fois qu'ils ont un mandat, ils le gardent 30 ans. Donc, j'avais des maires, des petits, voilà, un sénateur. Et donc, j'arrive. Et moi, j'avais préparé un rail sur le porte-manteau sur lequel j'avais mes costumes. Et donc, je leur dis, on va faire un jeu de rôle grandeur nature sur le thème de Game of Thrones. Vous allez incarner des familles et qui eux, justement, infantilisants. Mais c'est quoi ces trucs-là? Nous, on est venus parce qu'on veut régler le problème entre Sablé-sur-Sarthe. Ah non, peut-être pas prendre ça, c'est chez Fillon, ça. Prendre une autre... Sargé-Lès-le-Mans, voilà, des communes qui étaient voisines, eux, ils voulaient faire ça. Et je leur ai dit, mais le problème, c'est si on fait ça, vous allez passer votre temps à parler de vos problèmes à vous. Et que... la vache de tel truc était venue manger les choux de l'autre. Enfin, je sais pas si c'est ce niveau-là, mais on va avoir des problèmes qui vont tout de suite arriver à des discussions. Et puis moi, je suis pas là pour gérer votre conflit. Moi, je suis pour vous apprendre à comprendre la logique de conflit et de la nécessaire coopération. Et pour ça, j'ai besoin de vous emmener ailleurs. Et donc, je ne veux pas vous emmener sur un truc où on serait dans un monde abstrait. On part dans un monde fictionnel, imaginé par un auteur. On va aller dedans, on va s'amuser et donc, ils l'ont fait, ils ont adoré. En même temps, ils jouaient les représentants, parce que c'était tous des hommes blancs de plus de 60 ans, quasiment. Donc, mais ils jouaient les représentants de façon... Donc, ils aimaient bien, ils avaient des capes, tout ça. Et donc, ils m'ont dit, surtout, n'en parle jamais. Non, je le dis à chaque fois, mais
Si j'avais pas pu justement utiliser ce déplacement, ce pas de côté, et d'utiliser une narration qui les emmenait très loin et qui faisait qu'ils n'étaient... Alors même c'était assez intéressant parce qu'il y a eu des rapprochements entre des gens qui vraiment, et politiquement et territorialement, étaient en opposition. Mais par voilà, l'espèce d'économie du jeu qui fait que la mécanique du jeu amenait nécessairement à avoir des rapprochements. Voilà, je ne vois pas comment j'aurais pu faire mieux pour leur faire prendre conscience de ces éléments de nécessité. Et la narration, souvent, c'est quelque chose voilà, qu'on ne travaille pas forcément beaucoup. Fanny Barnabé, très très bonne autrice, qui a beaucoup, sinon tout ce qu'a pu écrire aussi Philippot, Jean Vaux, Philippette aussi sur l'importance de la narration. Et c'est des choses qui permettent d'emmener. Et ça crée des engagements forts. Mais par contre, ça nécessite un travail. Et pas simplement dire, ça se passe au Moyen-Âge. Donc, il faut essayer de trouver. Ouais, et puis peut-être pour compléter, ce qui va nous permettre de voir un peu la fin de ce qui pourrait manquer, c'est qu'en fait, quand on pense l'univers dans lequel on projette aussi nos joueurs, on pense forcément à la fin de l'activité où on va retransférer nos joueurs du fictif vers le réel et qu'on corrèle en fait l'expérience à un bon débriefing. Il y a des super idées là. Je prends une photo parce que j'en gardais quelques-unes. Désolé. Et en fait, il y aurait moyen de faire, à mon avis, un jeu qui traite de... Mais Enquête dans la mine, moi, je trouve ça génial. Oui. Ouais. Donc voilà, l'importance du débriefing, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un temps de jeu qui soit le plus libre possible, sans artefacts qui soient déguisés, sans quiz masqué, dans le but d'avoir... Ah, c'est pas moi, ça. Dans le but d'avoir, en fait, à la fin, un temps où on revient sur ce qui s'est passé, peut-être pas à chaud, mais a posteriori, revenir sur ce qui s'est passé, faire le lien entre les moments clés dans le jeu où eh bien, on aligne avec les concepts que l'on cherche à... Oui. Cela dit, faites attention dans ce pas de côté à rester en contrôle éthique avec ce que vous allez faire jouer. Parce que si vous déplacez les gens et vous les emmenez quelque part, ils vont jouer. Et après, une fois de plus, il faut être en contrôle. Je fais un jeu de développement de l'économie européenne au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Est-ce que pour bien jouer, il faut que j'aille faire de l'esclavage ? L'histoire a été dans ce sens-là. Est-ce que je suis au clair avec cette idée que je vais faire jouer je vais faire jouer ça. Est-ce que je ne prends pas des risques vis-à-vis de mes étudiants ? Voilà. Donc c'est ce type de questions. Voilà, c'est important d'être en contrôle. Et je vous dis, et la question de l'éthique, du métadiscours qu'on peut avoir. C'est Vaudou qui t'a fait penser à ça ? C'est Breaking Bad, qui est un univers que j'aime bien. C'est sympa, on peut faire de la chimie et tout. Vous jouez des dealers, ok. Est-ce que je suis au clair avec ça ? Ils vont aimer, hein. Ça va marcher. Mais donc c'est voilà. Avoir le questionnement par rapport à ces questions, par rapport à ce sujet éthique. Ouais, peut-être si tu veux rajouter des éléments sur le débriefing, après je propose qu'on se garde un petit temps de questions-réponses. Vas-y. Non, mais je te propose de repartir sur le débriefing. Je pense qu'on ne pourra pas... Faire les 15, non. Non. Non, la question du jeu et de la simulation... Ouais, donne. Bon. Non, c'est fait ça. Oui, j'allais dire ok. Jesse Shell. Jeu de plateau, jeu vidéo, jeu de rôle. Voilà, on a parlé du fait qu'il y a possibilité de faire plusieurs modalités. On pourra en faire qu'une. Ok. Je sais pas. C'est une vraie question. On va pouvoir s'arrêter là-dessus. De toute façon, on va pas pouvoir tout voir. Et je vous invite plutôt aussi à prendre le temps, à ce qu'on prenne le temps de discuter aussi. Un petit peu après. Yo. Donc une fois qu'on a notre idée, en fait, qu'on a notre diégèse, notre immersion narrative, sur quelle modalité on emmène nos joueurs ? Est-ce qu'on part sur plutôt un jeu de plateau, plutôt un jeu de rôle sur table, un jeu de rôle grandeur nature, un jeu de rôle par forum, un jeu vidéo ? Un jeu hybride. Un jeu qui mélange un peu tout ça, un jeu sur smartphone.
ce type de questionnement, il est important, parce que c'est un peu la structure même de votre jeu. Avant de rentrer sur la question des mécaniques qui vont jalonner la façon dont ça se joue au tour à tour ou en temps réel, ou peu importe, c'est la grande famille, et c'est des choix importants. Et c'est des choix importants sur lesquels, une fois de plus, votre contrôle va être d'autant plus important que vous maîtrisez le genre. Nous, on l'aligne également avec la modalité en fait, pédagogique, parce que en fait, des fois, il y a un choix qui va être plus intéressant par rapport à l'organisation en séance que vous avez, même si voilà, ça peut des fois être bougé, le nombre de joueurs que vous avez à disposition. Est-ce qu'on est sur une formation à distance, une formation en présentiel, une formation hybride? Et voilà, le choix du jeu peut être des fois aligné avec la modalité. Et donc, on ne fait pas un jeu pour soi, je l'ai dit au moins 3 fois, mais on ne fait pas un jeu pour soi. Donc c'est intéressant de se projeter aussi ceux pour lesquels on va créer le dispositif. Et donc, il ne faut pas présumer qu'ils sont tous joueurs, vos étudiants. Certains ne seront pas joueurs, et à l'inverse, qu'aucun n'est joueur. Donc il y a cette question de la littératie ludique et vidéoludique. Savoir utiliser un contrôleur de manette, c'est pas quelque chose qu'on a grandi avec, c'est des choses qui sont assez intuitives, et j'ai envie de dire, quel que soit le type de jeu sur lequel je vais arriver, parce que j'ai joué beaucoup, je sais comment je vais m'y retrouver. Un jeu de plateau, c'est pareil, j'en ai fait suffisamment pour pouvoir aller dessus. Un jeu de rôle, quelle que soit la mécanique, mais je ne présume jamais que mes étudiants savent le faire ou pas. Et donc, au-delà même de la phase de conception, dans la phase d'usage de votre dispositif, pensez qu'il y aura une phase d'apprentissage nécessaire. Et c'est un apprentissage, vous verrez ça cet après-midi. Cet apprentissage-là, il est important. Donc le choix, il doit être à la fois au regard de vos compétences et de la pertinence par rapport au sujet, mais aussi en fonction de votre public. Et en jeu de rôle dans la mine, mais moi j'adore. Ouais. En fait, on parlait tout à l'heure de le fait de se mettre en difficulté aussi quand on propose une activité ludopédagogique, s'embarquer sur une modalité jeu vidéo quand on n'en a jamais fait, en effet qu'on ne sait pas se servir d'une manette, c'est peut-être se mettre en difficulté, alors que si on a déjà été maître du jeu ou joueur ou joueuse sur un jeu de rôle, c'est peut-être plus évident pour démarrer de partir sur une modalité qu'on connaît et qu'on aime. Est-ce que je peux avoir 30 secondes de conclusion du coup, qui permettrait de dire que ici, on part du principe que vous allez créer un jeu. Néanmoins, vous pouvez utiliser des jeux qui sont déjà existants. Et donc, le temps de conception du jeu, il est simplifié. Et par détournement, on utilise une trame qui va être simplement légèrement modifiée. Et parfois même, il peut y avoir une mobilisation du jeu en tant que situation sur laquelle on va capitaliser. Par exemple, sur un jeu vidéo, je pourrais très très bien demander à mes étudiants, vous jouez, ok, vous allez faire une partie d'1 heure je sais pas, d'Elden Ring, voilà, c'est intéressant, ou 2 heures. Et puis après, ce qui va m'intéresser, c'est que vous reveniez et vous fassiez un écrit qui décrive ce que vous avez vécu, la façon dont vous structurez tous ces éléments-là. Donc le jeu n'est pas forcément l'endroit où la compétence est, ça peut être, en fait, je vais me dire, ça va être le prétexte pour pouvoir aller rebondir sur celles qui sont plus en rapport avec mes intérêts. Donc voilà, on va se laisser quelques minutes peut-être pour répondre à vos questions. Il y a un micro qui va passer dans la salle en plus. Voilà, génial. Désolé, on n'a pas pu aller au bout. Je pensais que voilà, on aurait le temps d'aller un peu plus, mais c'est court et on ne l'a pas testé. Donc voilà, on sait que pour les prochaines fois, sur un format 1h30, c'est trop court. J'espère que voilà, déjà vous avez un peu apprécié cette modalité. Et on vous écoute. Du coup, je commence. Ça va pas être long. Parce que vous avez cité plein de bibliographies et c'est chouette, mais du coup, si on peut les avoir, c'est chouette. Voilà, c'est ma question et c'est fini. Ouais, j'avais prévu en dernière slide un QR code avec l'ensemble des ressources qu'on peut mettre à disposition, les biblios, et j'ai même oublié de dire en début de diapo que on prendra les questions à la fin et sûrement, on y répondra sûrement au cours de la présentation. Tu veux qu'on aille dessus direct ? Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, bibliographie et des ressources, tant sur le plan de la méthodo que des éléments qu'on a traités. Je
voudrais savoir ce que vous pensez du coup des jeux de hasard, puisque vous avez l'air de dire que quand on rajoute du hasard, c'est pas forcément un élément de ludopédagogie. Non. En fait, le hasard, ça peut être, dans les Eurogames, les jeux, il y a eu toute une tendance à partir des années 90 à avoir de moins en moins de jeux où il y avait une variable aléatoire de type lancer de dés. En fait, ce qui est difficile pour un joueur, c'est de subir le jeu et que le jeu joue à notre place. Sid Meier disait le jeu c'est une succession, celui qui a fait Civilisation, il dit le jeu c'est une succession de choix intéressants. Et donc cette idée de choix, de liberté, elle est importante pour qu'on puisse construire un sentiment de contrôlabilité sur la partie qui est en cours. Et en fait, si on a un élément aléatoire qui est trop fort, qui est trop présent, en fait, on peut avoir le désengagement d'une certaine typologie de joueurs. Moi, je ne suis pas contre parce que parfois, on va se raccrocher à un réel dans lequel il y a des situations qui sont un peu hasardeuses, aléatoires. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que ce hasard soit juste, c'est-à-dire que les conditions ne fassent pas que, parce qu'il n'a pas de chance, un joueur, il est systématiquement les choses, donc d'avoir une mécanique qui permette de faire que ça tourne, d'avoir éventuellement des mécaniques qui nous permettent de savoir quelle est la variable aléatoire qui va arriver. Donc là, souvent, on a des cartes comme ça qui arrivent, même s'il y a un tirage. Et on sait qu'au tour 3, on aura cet événement à gérer. Cet événement, il tire aléatoirement, mais ce n'est pas spontanément. Donc, je vais avoir le temps de m'y préparer. Et puis, parfois, on peut avoir des éléments qui permettent d'avoir de la contrôlabilité. Par exemple, un D6, c'est juste un dé à 6 faces, c'est un problème. Mais si je mets déjà à lancer avec 2 dés, quelque part, je crée une loi normale. Je crée une courbe de Gauss et je sais que j'aurai plus de chances de faire 6, 7, 8 que 2 et 12. Donc, quelque part, le joueur, il va commencer à avoir éventuellement des stratégies. Et puis, après, ça dépend de l'âge du joueur. L'engagement est très, très fort sur les jeux de hasard avec les jeunes enfants parce que ça élimine les effets d'asymétrie cognitive. Aux petits chevaux, en fait, ma petite nièce, j'ai pas de petite nièce, si j'avais une petite nièce, elle pourrait me battre, certainement. Aux échecs, elle aurait moins de chance. Parce que si elle me sort des chiffres importants, et vu que j'ai tellement peu de choix et de contrôle pour pouvoir lutter contre ça, donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis même, il y a des typologies vraiment des profils de joueurs qui se nourrissent de cette dynamique-là, de cette dynamique où le principe de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut le compenser par de la contrôlabilité. Ouais, d'avoir quelque chose ça dynamise toujours le jeu, un tirage aléatoire. C'est toujours des éléments qui sont intéressants, mais il faut qu'on puisse avoir du contrôle dessus pour éviter que ça soit juste celui qui gagne, c'est celui qui a fait un bon tirage. Et donc qu'il y ait d'autres occasions, d'autres modalités. Par exemple, il suffirait de dire tu as le choix de faire un 3 ou de lancer un dé, par exemple, au jeu de loi, si on va dessus. Mais voilà, de se dire, est-ce que tu choisis d'avancer de 3 à tous les tours, ou est-ce que tu préfères avoir quelque chose qui va te... Et après, ça devient la décision du joueur. Ça recrée des conditions, à mon avis, stratégiques et d'intérêt. Moi, j'avais juste remarqué, quand il y a l'aléa, les mauvais perdants, ils ont au moins une excuse. C'est-à-dire, ils disent c'est pas de ma faute, j'ai lancé le dé et j'ai pas eu de chance. Et comme ou au contraire, le mauvais joueur va plutôt mais en tout rager cas, sur les lancers. Ouais. Voilà, mais c'est ça. Mais du coup, c'est plus de sa faute. Et ça, alors il s'avère que moi j'ai un public un peu particulier. Je suis en STAPS, donc c'est des joueurs patentés puisque ils font que du sport qui est censé être un jeu, et que donc du coup, dès que je fais un jeu, justement. On a un effet une agonistique. difficulté, c'est donc j'essaye les jeux collaboratifs, mais ils sont plutôt mobilisés par massacrer le voisin. Et donc il y a toujours ce moment de négociation, de victoire ou de défaite. Donc c'est pour ça que je mets de l'aléa pour relativiser les mauvais perdants qui sont très très nombreux peut-être chez les sportifs. Et justement, est-ce qu'il y a des solutions pour amener justement ces personnes plus mobilisées par une victoire sur l'autre plutôt? Moi, j'entre plutôt par les jeux collaboratifs, peut-être par mon histoire
sportive, mais collaborative, pas pour massacrer l'autre, pour qu'on réussisse tous ensemble. Et c'est vrai que je m'aperçois que c'est pas une entrée spontanée sur ce genre de public-là. Oui. Et en même temps, donc avec Julien Alvarez, on a conduit une étude qui était un peu similaire sur les profils de joueurs. On vous a testé vos profils de joueurs, on s'en servira peut-être en conclusion de journée. Certains ont répondu et je les en remercie. Et cette dimension-là, nous, on a été surpris de voir qu'il n'y avait pas forcément une ventilation, une surreprésentation de compétiteurs, que ce soit en médecine, en sport ou en économie. On peut imaginer qu'il y a plus cet effet agonistique qui est présent presque par essence. Après, il y a des effets, puisque après c'est l'expression individuelle, après il y a les effets de groupe qui vont faire que nécessairement les expressions se manifestent. Sur la partie coopérative, des fois, je me méfie des jeux coopératifs qui peuvent avoir des effets vraiment pervers de micro-tyrannie, où se mettent en place des petits chefs qui vont, parce qu'ils ont plus d'expérience, parce qu'ils ont plus d'autorité, parce qu'ils ont plus de légitimité dans le groupe, ils vont prendre les décisions à la place des autres. Et en fait, il y en a un qui joue et qui ensuite sous-traite. Donc ça a été pareil, documenté dans les escape games, dans les escape rooms, d'avoir... voilà. Et c'est ça. Et alors, voilà, ce type de choses, d'avoir des rôles, des limitations de pouvoir, c'est des choses qui sont dessus. Donc pour revenir sur la question de fond, comment on peut faire pour que ça ne soit pas trop compétitif, je pense que c'est vraiment par le design de l'activité elle-même. Donc effectivement, soit se dire je veux faire quelque chose qui est coopératif, soit d'avoir des effets où la compétition punit le joueur. Donc on a des systèmes de jeu où la mécanique de jeu, et donc il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de wargames d'ailleurs qui sont dans cet esprit-là. Les wargames en général, la plupart des stratégies sont pas des stratégies où si quelqu'un cherche absolument à détruire l'autre physiquement, c'est plus les wargames, c'est plutôt des stratégies de mouvement, de manœuvre. Et donc voilà, il y a des mécaniques où on peut avoir des effets très très punitifs sur un joueur qui aurait un comportement agressif, sur les systèmes d'enchères par exemple. Des enchères qui tournent. Voilà. Effectivement, la première fois, tu vas pouvoir te venger sur les autres, mais dès les tours suivants, en fait, le collectif va te ramener à une place dessus. On peut avoir des effets où le tour du jeu est à l'inverse de celui qui gagne. De forcer des alliances aussi. Par exemple, Conquest of the Empire version 2. Il y a une mécanique qui fait que ceux on choisit avec qui on s'allie. Et donc on peut se retrouver à s'allier avec quelqu'un pour pas qu'il nous attaque, même s'il avait envie de nous attaquer. Donc on peut trouver par des systèmes mécaniques des choses qui peuvent contraindre, soit par le score, soit même par la règle complète, d'avoir ce type de comportement. Et puis, on peut aussi tenter des fois, mais je connais un peu le public STAPS, on peut tenter aussi des fois de faire des responsabilisations, mais je ne suis pas sûr que ça soit leur dire d'expliciter en briefing les objectifs qu'on cherche à faire, et puis éventuellement de leur dire, ok, bon bah, imaginez-vous, ok, c'est sympa entre vous, vous tirez la bourre, qui c'est le plus fort, bravo. Vous allez vous retrouver vous enseignant à gérer des classes qui vont faire comme vous. Vous trouvez que c'est sympa? Est-ce que voilà, votre objectif d'éducateur, parce que enfin, tous ne se dessinent pas à être en filière éducation, mais voilà, mais quelque part, est-ce que c'est ça votre... Ouais. Alors oui, on va prendre une dernière question. Ouais, désolé, mais vous inquiétez pas, il y aura des temps d'échange lors de... Si vous rentrez à pied, en plus, vous pouvez poser toutes les questions à Damien. Merci. Bonjour. Oui, j'ai l'impression que la plupart du temps, on oppose le jeu et le travail. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est aux deux bouts du spectre. Nous, en tant qu'enseignants, on doit effectivement transmettre des connaissances, mais on essaye aussi d'apprendre à nos étudiants à devenir autonomes dans le travail, à se former eux-mêmes, etc. Et là, vous avez beaucoup parlé de jeu.
Mais moi, je ne comprends pas comment le jeu peut être compatible justement avec cette transmission de ce qu'est le travail. Comment on fait quand on est tout seul ensuite pour apprendre, pour acquérir des connaissances. Moi, je crois beaucoup. Contrairement à vous, j'ai des bons souvenirs de mes cours en amphi. J'ai aussi j'en avais des bons aussi, mais je veux dire... non, mais excusez-moi. 2 sur 622 dans ma promotion sont devenus enseignants à l'université. D'accord. Mais du coup, le travail, c'est aussi par les livres, c'est aussi difficile. Ouais. Le travail, des fois, la récompense, elle arrive qu'après, quand on devient compétent dans son domaine. Et j'ai l'impression que tout ça, avec le jeu, on l'évacue. Et moi, je pense d'ailleurs que les étudiants qu'on reçoit, ils s'intéressent à nos cours 10 minutes. On a du mal à les maintenir éveillés plus longtemps. J'ai déjà essayé de jouer avec eux, alors des jeux simples avec WooClap par exemple, ou des jeux comme ça. Ça marche très bien. J'ai leur attention, mais je ne leur apprends pas à travailler. Ça, donc ça, ce que je disais, c'est une tension ancienne. Mark Twain disait que le jeu et le travail correspondent à des éléments qui sont identiques, mais réalisé sous des conditions différentes. Le travail, c'est tout ce qu'on est obligé de faire. Le jeu, c'est tout ce que l'on fait sans y être obligé. Et une autre autrice que j'aime beaucoup, Mary Poppins, elle disait que... Si, vous regardez, c'est vrai. Mary Poppins, quand elle se fait recruter, elle est recrutée pour être nourrice et faire des jeux, faire des jeux à ses... Et quand elle arrive, elle a dit, le premier jeu, on va jouer à ranger la nurserie. Puis les deux gamins, oh non, nul. Il dit, ouais, mais en fait... dans chaque travail qui doit être fait, il y a un élément de fun. Si on trouve le fun, le travail devient un jeu. Alors, non, Mary Poppins, c'est une petite blague, mais pas tant que ça. Parce que, en fait, moi, je suis très exigeant comme enseignant. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des moyennes générales à 6 ou 7. Je ne suis pas un enseignant... Qui brade les exigences académiques. Et je pense que c'est vraiment indispensable, justement, qu'enseignant, on garde le contrôle sur cette exigence forte qu'on a, et notamment sur la construction des compétences. Par contre, le jeu n'est pas dénué d'efforts. Quand justement, je veux me lancer dans un jeu de rôle, quand j'étais enfant, moi j'étais ado, j'ai appris à parler anglais certainement avec les jeux de rôle. Il fallait que je m'enquille des bouquins de 200 pages en anglais, et plusieurs. Il fallait que je travaille pour faire mon jeu de rôle et des journées, des nuits entières, que je me documente. Si je veux faire un jeu vidéo et je veux performer, par exemple en e-sport, si j'ai envie de performer sur des jeux qui peuvent être en soi un peu débiles, comme par exemple conduire une voiture pour marquer des buts. Donc vous reconnaîtrez. Pardon ? Oui, Rocket League, voilà. En fait, avant de pouvoir jouer, il va falloir que j'investisse 50, 60 heures de mon temps pour pouvoir le faire. Ce qui fait que il y a un effort qui va être consenti pour pouvoir commencer à prendre du plaisir. Un peu comme le violon. On a des récompenses qui sont assez tardives, et il y a des jeux on les prend en main tout de suite et ça joue très facilement. Il y a des jeux qui sont extrêmement exigeants. Là, je parlais d'Elden Ring, ou toute la série des Dark Souls, de tous ces jeux-là. En fait, c'est un jeu où on passe. Enfin, c'est très très dur, et on nourrit énormément, justement, on développe énormément. C'est pareil, ça a été documenté. Alors, pas directement, mais je pense que Nicolas Beuzombe a fait des très très belles synthèses de ces éléments-là. Ça développe énormément, justement, la résilience au travail. Et il y a une coïncidence forte. On a fait une étude aussi qui rejoint ce qui a déjà été dit par ailleurs. Les étudiants dans le supérieur qui jouent jeux vidéo, jeux analogiques, plus de 10 heures par semaine. En moyenne, ils réussissent mieux que les autres. Ils vont plus souvent au cinéma que les autres, et et au musée. Voilà. Donc ils vont même au musée, ce qui est quand même le pourcentage est très faible, mais il est supérieur au reste des étudiants. Et en faisant des entretiens un peu qualitatifs avec eux, justement, ce goût de la documentation, il peut naître par le jeu. Là, je reviens sur Elden Ring, là, parce qu'il y a la sortie, s'il y a des gens qui ont mis Elden Ring, la sortie est là. Donc ce week-end, je sais ce que je fais. Et en fait, la mythologie qui a été créée derrière repose sur
des espèces d'emprunts mythologiques, notamment à la mythologie mésopotamienne. Et donc, il y a des blogs entiers, on voit des joueurs se documenter, lire des bouquins sur la Mésopotamie, alors qu'à la base, ils faisaient juste un jeu. Donc, on peut faire les ponts. Par contre, je pense qu'il faut que, votre voix, elle est utile, et c'est bien que ça, merci de votre, parce que faut pas croire que le jeu peut tout, et que le jeu peut, et que on peut avoir faire disparaître l'effort, et cet objectif qu'on a de les rendre autonomes. Donc, ça peut être un facteur de réussite, parce que justement, le goût de l'effort, on peut éventuellement le découvrir. Et c'est d'ailleurs un peu le sens de l'après-midi tel qu'on la fera, c'est qu'il y a un peu cette idée-là de vous montrer des expériences de jeu, j'ai les gros yeux de Rita, les expériences de jeu, où justement, en fait, c'est des jeux où cognitivement, vous allez voir, c'est pas du easy gaming, voilà, on peut faire un Time's Up, c'est sympa le Time's Up, mais quelque part, nous on mobilise souvent des concepts qui sont complexes, et donc pour rentrer dans cette complexité, parfois le jeu peut être utile, parce qu'il y a ce petit engagement, mais il ne faut pas brader, je suis d'accord avec vous, cette exigence. Merci. Alors, je pense que Rita et Frédéric vont me détester, mais j'ai quand même vu une dernière question. Mais par contre, obligatoirement, j'ajoute une contrainte à l'intelligence artificielle. C'est une réponse en 1 minute. Challenge relevé. Merci de me laisser poser ma question. Ouais. Je pense que c'est un peu en écho. Alors, c'est un pont que je fais moi, mais moi je voudrais parler de la X-Card dans le jeu de rôle, parce que du coup, j'imagine que dans l'enseignement, elle est encore plus importante, mais est-ce qu'en fait, on cotise pas non plus à ce que sous-entendait le monsieur avant, d'amener, de faciliter un peu trop en fait les choses, puisque l'intérêt aussi, je trouve, dans le jeu de rôle, c'est le dépassement, d'aller chercher des choses qu'on n'aurait pas forcément vécues dans la vraie vie, et donc d'être un espèce de sursoi. Et du coup, cette X-Card qui vient, je trouve, un peu polluer l'expérience, c'est un point de vue très personnel qui n'engage que moi, mais voilà, comment du coup on amène, quand on met en place du jeu de rôle par exemple avec des étudiants, comment on gère en fait ces potentiels problèmes, les choses on les connaît pas forcément personnellement, et du coup on va les amener dans une expérience de jeu. Est-ce que, comment on met la barrière pour pas aller trop loin, et en même temps les pousser au dépassement pour arriver à ses fins selon l'objectif évidemment de l'atelier, quoi. Une minute 30, ça marche aussi. Je prends la dernière question de fait. Nous, on travaille d'abord en effet aquarium, avec le jeu de rôle. On leur montre une séance de jeu de rôle pour leur montrer ce qui est aussi attendu de fait. Donc il y a cet effet, on commence par cet élément-là. Quand on fait faire du jeu de rôle également, on contractualise avec eux. On leur explique ce qui est attendu. Donc ça peut très 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 vite déraper, et il y a des choses qui n'intéressent personne autour de la table. Donc ça reste dans un contexte universitaire. Donc on va les faire jouer, ils vont jouer, mais il y a des plus. Dans un jeu de rôle, ça ne sert pas les descriptions, tout ce qui peut être violence graphique et autres, ça n'a pas d'intérêt. Donc on a dessus. On peut avoir un contrôle sur l'histoire elle-même qu'on va pouvoir avoir. Et puis c'est intéressant d'amener la table à faire aussi du temps de réflexivité post-jeu important pour pouvoir justement aller alerter éventuellement sur ces éléments-là. Et on ne l'a pas dit, parce que c'est une des questions, il y a cette idée que le jeu, c'est une activité qui est libre, et à mon avis, on ne peut pas forcer les étudiants à jouer à chaque fois. Et donc, ça demande encore plus de boulot pour un enseignant, parce que, quelque part, donc moi, je sais que si j'ai une activité par le jeu, à côté, en parallèle, j'ai toujours une autre activité pour ceux qui ne veulent pas jouer. Ça peut être de l'observation, ça peut être complètement un autre parcours, mais je pense que c'est brutal de demander à tout le monde de jouer et de s'amuser. Ça me paraît compliqué.